Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui journée nuit plutôt un peu fatigante, pas très reposante. J'ai dormi de 2 heures à 6 heures du mat. Parce que dormir en gîte communal c'est cool, c'est pas cher. Mais le problème c'est qu'il y a du monde. Et comme c'était déjà le cas quand j'étais sur Compostelle, dormir en dortoir c'est pas un truc qui me convient. Et là j'ai pas pu prendre mon tapis de sol et mon sac de couchage pour aller dormir dehors, donc au final ça a été un peu compliqué. Et j'ai réussi à m'endormir en prenant mes écouteurs, en les mettant sur mon téléphone et en mettant des bruits de pluie et d'orage. Parce que bien entendu il y en avait 2 qui ronflaient à côté. Et que c'est un truc qui me... Les bruits répétitifs comme ça, c'est un truc, ça me gonfle. Surtout quand tu dors pas. Parce que bon, si moi je ronfle et que les autres dorment pas, je m'en fous. Hein. Exactement comme eux, quand ils ronflent et qu'ils dorment, ils s'en foutent que moi je dorme pas. Donc là, on a dormi au pont de Montvert. Un super joli petit village encaissé dans une vallée des débuts des gorges du Tarn. Hyper mignon. Avec des gens fort sympathiques. Ils font de très bonnes frites. Ouais, c'est la spécialité du pont de Montvert, les frites. C'est pas les Belges qui les ont inventés, n'importe quoi. C'est les Lozériens. Non, je déconne, non, c'est pas vrai. J'adore raconter des conneries, donc. Ah, petite dégustation de miel. Et donc aujourd'hui, c'est direction Florac. Ça devait être une étape relativement cool, assez plate, un peu longue, je crois qu'elle avait 27 km, mais je suis pas sûr. J'ai entendu un peu toute la distance en discutant avec tout le monde, et puis moi j'ai pas été assez courageux pour faire le calcul en regardant le topo guide. Donc on verra bien. J'avoue que je m'en fiche un peu, je sais que c'est plat, je peux bouffer 40 km dans la journée si c'est le cas. Je vais pas être très fatigué. Voilà, là l'objectif, c'est d'aller à la boulangerie chercher un truc à grignoter, éventuellement pour le midi, vous faire des jolies prises de vue sur le pont du pont de Montvert. Et voilà, on va commencer doucement la journée, parce que faut pas trop m'en demander, j'ai dormi 4 heures. Donc soyez cool. Voilà à quoi ça ressemble le pont de Montvert. Et ça c'est le Tarn. Tout petit pour l'instant parce qu'il prend sa source sur le mont Lozère. Là il a fait un petit tour et puis hop, il s'en va vers l'ouest. Franchement c'est super mignon quoi. Je sais qu'en Lozère il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de boulot. Mais bon, quand même le cadre quoi. Le cadre c'est important. Ah, c'est plus sympa que le tramway de la ligne 4 à Paris. Et t'avances ta caisse, enculé. Ah mais regardez-moi ça. Comment tu vas être un peu stressé ici? Tu peux pas? Pas possible. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Ouais, ça aurait été bête de faire Stevenson sans voir un âne. Hein? Bonjour mon ami. Tu vas bien? Ouais, t'en as marre de voir des gens, toi tu vois des humains à longueur de temps, ils te saoulent les humains. T'as raison, moi aussi ils me saoulent. Ils sont chiants. Tu fais un bisou? Oui? Oh, t'es gentil. Ouais? Oui. Non, je vous induis en erreur. Hein. C'est de l'autre côté. Je suis désolé. Non, je suis juste venu faire un câlin, Alan. Ouais. C'est quand même joli, même si la montée elle pète un peu les pattes hein, juste après le petit-déj. Ah la vache. C'est beau comme tout. Qu'est-ce que j'aime pas les montées juste après. Avoir mangé un estomac plein. Ah là là. Et bon, la vue est jolie. Ouais, on voit encore les espaliers qu'ils ont fait là-haut. Et puis là aussi. Certainement parce que c'était cultivé, je sais pas ce qu'ils cultivaient. Ils devaient cultiver des ânes. Ah putain, je vais crever. Ah, il est même pas 8 heures du mat. Je suis en train de me taper des trucs là.
La montée doit faire du 15%. Sérieux. Putain, les gars. Ça fait une demi-heure que je marche, vous me pétez déjà les pattes. Ah, c'est pas cool. C'est beau, hein. Mais je sais pas, ils auraient pu foutre un escalator, quelque chose, quoi. Je m'en fous, je mets un billet de métro. Ah, putain, les gars, ils ont aucun projet, quoi. Je suis feignant, moi, à la base. Qu'est-ce qui m'a appris de me charger comme une mule et de monter comme ça? Ah, la vache. Mais, je dois dire que c'est quand même hachement beau. Ouais, j'avais pas vu, là, oui, il y a des petites cascades d'Itarn. C'est trop mignon. Et dans les nuages, au bout là-haut, là, et ben c'est là où j'étais hier, c'est le Mont Lozère. Alors je sais plus, hein, soit à droite, là, soit à gauche. Derrière l'espèce de petit mamelon là. Pip pip. Voilà. Bon allez, on continue, on repart sur l'escalator. Allez, courage Roll. Bon, c'est con, j'ai pas pu filmer parce que c'était un peu compliqué, mais il y avait plein de vaches qui étaient dans le chemin, qui n'ont pas compris que le chemin il était pour moi. Elles l'ont prise pour elles. Elles doutent de rien, quoi. Bon, pour ceux qui se demandaient à quoi ça ressemblait les Cévennes, bah voilà. Voilà, c'est... y a rien en fait. Voilà, ce qu'il y a, c'est surtout de la nature. C'est des sols, j'ai l'impression, plutôt acides et il y a du vieux granit, là, il y a des genêts, il y a des ronces, il y a de la fougère, il y a des hêtres, beaucoup de frênes. Puis on trouve aussi quelques saules dans les endroits humides, il y a de l'aubépine, de l'églantier, le rosier sauvage, le rosier des chiens, comme on appelait ça avant. D'ailleurs, le fruit s'appelle le cynorhodon. Lorsqu'on le traduit étymologiquement, ça veut dire la baie, comme une baie, comme une framboise, une myrtille, quoi. Pas comme la baie des cochons à Cuba, la baie des chiens, cyno, la cynophilie, brigade cynophile de la gendarmerie. Voilà, c'est beau, c'est sympa, franchement. Ça valait bien la montée harassante que je viens de faire. Sans petit-déj en plus, parce que franchement, j'avais pas du tout envie de manger. Donc là, après, à part avoir bu, j'ai rien dans l'estomac, à part peut-être quoi. Je crois que j'ai mangé 3 ou 4 amandes, mais... J'ai l'impression que la digestion me bouffe plus d'énergie qu'elle m'en donne en m'alimentant. Donc je préfère manger l'estomac un peu vide. Voilà. Hop, le soleil commence à pointer. À mon avis, ça va taper aujourd'hui, il n'y a pas un nuage. Il y en a plein là-haut, sur le Mont Lozère, comme vous voyez, une grosse nappe nuageuse. Mais nous, je pense qu'on bénéficie du vent qui doit venir de la côte méditerranéenne et qui doit un peu chasser les nuages. Parce qu'apparemment, il y a deux microclimats en fonction de l'endroit où on est au niveau du Mont Lozère. Un climat froid du côté nord, un climat chaud du côté sud. Ce qui est assez fréquemment le cas en fait. C'est pas surprenant, mais c'est rigolo à expérimenter. De voir la différence de climat et de végétation en quoi 25 km de marche en une journée, quoi. On voit vraiment la différence. Voilà. Je vous parlais de cynorhodon, la baie des chiens. C'est ça. C'est ça. Et dedans, il y a ce qu'on appelle le poil à gratter. Alors, je sais pas si je vais réussir à en casser une. C'est ces trucs-là. Dedans, il y a des petits poils. Bah ça, vous le faites sécher, vous le mettez dans le cou de quelqu'un. Si vous l'aimez pas, et ben il vous aimera pas non plus. Voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, le truc là, la peau, bon, une fois que c'est cuit, on le repasse dans un tamis pour enlever les poils et les petits pépins, et ça fait de la confiture. C'est de la confiture de cynorhodon, c'est super bon. Ça ressemble à une espèce de purée rouge-orange. Ouais, ça doit faire 15 ans que j'en ai pas mangé de ces trucs-là. C'est assez rare d'en trouver. Mais mon Dieu que c'est bon. Là, hop, allez. Je disais que j'avais pas déjeuné, on va manger des mûres. Allez, c'est parti. On ramasse des mûres, allez.
Mmh. Miam, miam, miam. Ah, et puis me cassez pas les pieds avec un... Ouais, mais il y a peut-être un renard qui a fait pipi dessus. Ouais, à 1m50. Ouais, il y a une sacrée pression, hein. Le renard, il va être stressé de la vessie. Parce que déjà, moi, là, je suis un humain. Si j'arrive à pisser à 1m50 de moi, déjà, c'est que je suis en forme. Un renard, ça doit faire quoi? Allez, 40 cm au garrot. Il a intérêt à être motivé, hein, pour faire pipi à cette hauteur-là, et me filer de l'échinococose. Donc, mais c'est pas celle-là que je préfère, ça c'est de la mûre, quoi. Ce qui est meilleur, c'est la mûre bleue. J'en ai mangé le premier jour. C'est plus rare à trouver que de la mûre normale. Et ils ont une espèce de pruine, c'est comme ça qu'on appelle la prune. C'est l'espèce de truc un peu cireux que vous avez par exemple sur les prunes, lorsque vous venez de les ramasser sur les arbres. Une espèce de cire qui protège, qui est un peu hydrofuge. Et ben, elles ont ce truc là dessus, mais elles ont un goût de sauvage, mais elles sont sucrées, elles ont vachement plus d'arômes que les mûres normales là que vous trouvez. À mon avis, faire de la confiture avec ça, ça va être une tuerie. Hop, tiens, un petit framboisier. Petit framboisier. Voilà, c'est plus la saison des framboises, c'est en juillet. Donc il faudra que je repasse. Enfin bon, voilà. Ah bah voilà, encore des vaches. Là, j'ai pas encore mangé de fromage lozérien. C'est un manque. Va falloir goûter. Ah merde, j'ai les lacets qui sont en train de sauter. Chier. Bon, je vous reprends plus tard. Ciao. Ah, enfin. On peut souffler un peu. Là, c'est trop cool. Je suis à la fraîche, sur une vieille route, genre, voilà, semi-route forestière, à l'ombre. Le soleil, je pense qu'il va bien taper. Il n'y a pas de nuages. Et vu que je me suis pris de la pluie hier et que j'avais mis mon chapeau en paille, bah, en fait la paille elle a pas aimé et le chapeau il tient plus sur ma tête. Pourtant j'ai une grosse tête, hein, mais il tient pas. Bref. Hier on est allé avec Mathilde et je sais plus comment il s'appelle, le monsieur Francis je crois. Mathilde qui doit avoir une petite trentaine d'années et Francis il doit avoir quasi 60 ans. Randonneurs forcément tous les deux, on est allé boire un petit verre et on se faisait la réflexion rigolote que en comparant nos expériences de randonnée, parce que bon le Stevenson c'est assez cool physiquement, même si bon ça tape un peu comme tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir avec jusqu'où on peut pousser le corps humain. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion qu'il y avait aussi beaucoup le mental qui jouait énormément d'ailleurs. Et le fait de segmenter le chemin lorsqu'on est dans la difficulté, et qu'au final dans la vie c'est aussi un peu pareil. Quand tu as un objectif qui est super loin, c'est très vite déprimant et démotivant de se dire putain, l'objectif que j'ai, il est dans 30 km, ça monte, ça descend, il fait chaud, j'ai soif, c'est inconfortable, c'est tout. Enfin, c'est tout qui tape en même temps, t'as le soleil, t'as de la transpiration qui te pique les yeux. Enfin, et un truc qui marche bien, c'est de découper. C'est je vais jusqu'au rocher là-haut. Ok, je suis arrivé au rocher. Maintenant je vais jusqu'à l'arbre. Etc. 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 Dans la vie c'est pareil. Et vous dites demain je veux être millionnaire. Ouh, bon courage si t'es au SMIC quoi. T'as pas fini quoi. Sauf si t'as un plan cohérent, rationnel, et que t'as la discipline de le suivre, exactement comme en randonnée, suivre le chemin, bah, te détourner, éventuellement faire des pauses, et te donner des petits objectifs avant d'atteindre le grand objectif final. Et puis parfois, bah, t'es obligé de changer d'itinéraire, t'es obligé de faire des pauses, t'es obligé de te ravitailler. Parfois tu prends des conseils d'itinéraire avec des gens qui viennent eux dans l'autre sens. Là, donc par exemple, si tu veux entre guillemets devenir millionnaire, je prends un truc très cliché, bah, tu vas demander, le meilleur truc c'est de demander à des gens qui sont déjà millionnaires comment t'as fait mon pote. Bah, on va croire que je suis ultra matérialiste, mais c'est qu'on comprenne les choses.
Ça peut être acheter une maison, ça peut être dans 6 mois, je veux un six-pack au niveau des abdos, donc je vais arrêter de bouffer du kebab, je vais arrêter le Coca-Cola, je vais courir 3 fois par semaine, je vais perdre mon gras et j'aurai mes tablettes de chocolat, voilà. Bon, bah tout ça c'est pareil, on s'en fout, c'est juste un exemple. Et donc voilà, c'était ce truc-là, et on faisait aussi la réflexion que physiologiquement, quand tu fais des efforts prolongés, pendant 5, 6, 7 heures de marche avec un sac qui fait 10, 15 kilos, que t'as pas forcément à boire tout le temps, que t'as pas forcément à manger tout le temps, déjà ça libère ton esprit de ce genre de préoccupation. Si t'as pas à manger, bon bah t'avances quoi. Mais au-delà de ça, je sais que j'ai souvent remarqué quand j'étais sur Compostelle, sur le GR20 ou sur d'autres chemins, c'est que mon corps a des réponses différentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que au début, les quelques premiers jours, je transpire beaucoup, j'urine peu, avec forcément un faible volume d'urine. Désolé, je parle de mon pipi. D'ailleurs, j'ai parlé de mon caca aussi. Des urines concentrées, c'est bien parce que je donne ça comme conseil à tout le monde. Si vous voulez pas avoir de crampes, pas avoir de problème de tendinite et être hydraté correctement, buvez beaucoup le matin. Pissez le plus que vous pouvez. Plus vous pissez, mieux c'est. Et surtout, regardez la couleur de vos urines. Plus c'est foncé, moins c'est bon signe. Donc si vous avez les deux, faible volume et couleur jaune orangé pas cool, allez-y, picolez. Buvez, parce que vous êtes encore frais. Si vous ne buvez pas, que vous transpirez, que vous urinez peu, du coup, vous n'êtes pas hydraté, vous stockez les déchets. Bah oui, l'eau, c'est là pour diluer les déchets et après ça part dans l'urine. Le rein, c'est un filtre. C'est comme un linge, quoi. Faut le rincer. Donc il faut vous rincer de l'intérieur avec de la flotte. Faut boire. Et l'objectif, c'est de pisser aussi clair que l'eau que tu bois. C'est pas compliqué, très con. Et donc c'est ce que je veux dire, c'est que je me rappelle que... Putain, il y a des voitures ici, quoi. Surprenant. Je m'en étais en particulier rendu compte sur le GR20, parce que c'est vrai que c'est quand même très intense. Tu dois bouffer tes 3500 kcal dans la journée sur quasi 2000 mètres de dénivelé avec ton sac, et c'est hyper accidenté, c'est dangereux, il y a des gens qui se blessent, il y a des gens qui meurent tous les ans. Et je me suis rendu compte qu'effectivement les 2-3 premiers jours, c'est dur. C'est dur le temps que tu te dérouilles, que ton corps change entre guillemets, de mode de fonctionnement. Et moi je me sens essoré en fait de l'intérieur, au sens où donc je transpire beaucoup, j'urine peu, après je consomme moins d'eau. Les jours suivants je bois moins, et pourtant j'urine nickel. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que mes selles, je vous ai dit que j'allais parler de mon caca, c'est pareil. Quand tu vas aux toilettes et ça sort, tu sens que le corps il a tiré tout ce qu'il pouvait tirer, quoi, et il peut rien enlever de plus. Et à tel point que à chaque fois, je l'ai fait une première fois à moitié et après je l'ai fait en entier. La première fois j'ai perdu 3 kilos, la deuxième fois j'ai perdu 5 kilos. Et je pense que c'est notamment des espèces d'œdème, de rétention de flotte qu'on a dans les muscles. Je sais pas où j'ai dû perdre du gras aussi, hein, ça c'est clair, hein, parce que au bout d'un moment, quand t'as pas forcément à manger, tu passes du fonctionnement anaérobie, donc où tu bouffes ton glucose, au fonctionnement anaérobie, où tu vas aller taper dans les graisses qui vont transformer tout ça en énergie. Et du coup il faut boire, parce que ça provoque des réactions chimiques dans ton corps, et tu produis de l'acétone. De l'acétone, ce qu'on met dans la peinture, oui, clairement. Ouais. D'ailleurs, chez les diabétiques, par exemple, qui sont pas bien équilibrés au niveau de leur traitement, ils font ce qu'on appelle des acidocétoses. C'est-à-dire que leur corps ne peut plus aller chercher le sucre qui circule dans le sang ou dans leur foie, et ils vont aller taper dans leur graisse. Et ils tapent beaucoup, parce que c'est des gens, quand ils arrivent aux urgences, ils ont une glycémie qui est à 3 grammes, 4 grammes, j'en ai vu même à plus de 5 grammes. Ils sont pas bien, ça peut aller jusqu'à des troubles de la conscience, des convulsions, ils peuvent mourir. Ils ont des troubles de la respiration, c'est assez rare d'en trouver, mais encore aujourd'hui. Mais avant, c'était comme ça qu'on diagnostiquait un diabète, dans le temps.
quand on goûtait les urines de Louis XIV, des trucs comme ça. Donc ouais, donc tu rentres dans une physiologie cétosique. Et du coup, bah, il faut boire. Et ton corps, bah, il vide tout. Et d'ailleurs, pour dire ça, je suis assez surpris parce que c'est vrai qu'avant le GR20, le compostel, tout ça, je faisais pas mal de sport, je faisais de l'escalade, je marchais énormément, ne serait-ce que pour aller au boulot. Puis je courais un peu. Là, depuis 3 ans, avec le Covid, tout le bordel, déménager, tu vois plus grand monde, tu rencontres pas beaucoup de gens, bah ouais, avec les confinements et tout, puis tu déprimes un peu, donc tu fais plus grand chose. Et je me suis dit, bon, allez, je vais me remettre au sport quand même. La salle en bas de chez moi, les salles d'escalade, les salles de sport, ça a rouvert, j'y vais. Donc, je m'y suis remis depuis peut-être 2 mois. Et au final, je suis assez surpris de voir que mon corps suit, quoi. Il n'y a pas trop de soucis. Alors, effectivement, ça fait mal dans les montées. Le soir, t'es fatigué, mais en fait, j'ai pas l'impression d'être plus fatigué que les autres, quoi. Ah là là. Mais bon, c'est cool quand même. Produit de la ferme, bienvenue à la ferme. Ah oui, c'est la ferme du Bougès. C'est pas tout de suite. Bref, après toutes ces considérations pseudo-médicales, je vais continuer à avancer. Je suis sur la D20. Ça, c'est une départementale, la vache. Bon, allez, ciao. Allez, la petite minute culturelle d'Aurel. Comment on fait pour différencier le être du charme? Alors, soit vous avez des feuilles, comme celle-là, soit vous avez les fruits. Voilà. Ça, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, la bogue, la gangue. Bref, le truc dans lequel il y a les graines, et les graines ressemblent à ça. Et avec ça, on fait de l'huile. Enfin, dans le temps, on faisait de l'huile, elle avait la particularité de ne pas rancir, et on l'utilisait surtout pour l'éclairage. Et donc ça s'ouvre, hein. Ça peut éventuellement se consommer, mais il ne faut pas en consommer une grande quantité, mais bon, je pense que les poules, tout ça, ça peut les manger. Et il y a juste un truc rigolo, c'est qu'il y a une phrase que j'avais apprise lorsque je faisais ma petite période botanique. La phrase, c'est « Le charme d'Adam, c'est d'être à poil ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les feuilles du charme, elles ont des dents, et le être, il est à poil. Je sais pas si vous voyez les petits trucs qui brillent là. Ah là, on les voit. Vous voyez les poils? Et bah ça, c'est du être. On se prend pas la tête. Alors que le charme aura des petites dents sur les bords, ce sera un petit peu dentelé comme sur les feuilles de châtaignier ou les feuilles de noisetier. Voilà, ah, vous êtes content, hein? Voilà, ce soir vous vous coucherez moins bête. Voilà, souvenez-vous-en, le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Par contre, je sais pas quel est le charme d'Ève. Voilà, si quelqu'un a une idée pour compléter la phrase, moi je suis preneur. On peut avoir une petite phrase avec un petit trait d'esprit, c'est toujours sympa. Allez, on continue. Bon, normalement ça c'est un cours d'eau. Bon, j'avais dit que la Lozère c'était le pays des sources, en fait là j'ai un petit peu menti. Pourtant il y a eu de l'orage et tout, c'est humide mais il n'y a pas d'eau. Petit pont, petit endroit calme, frais, à l'ombre. Moi ça me fait du bien, j'ai pas le soleil dans la figure. Du coup je transpire beaucoup moins, ce qui est hyper agréable. Et avec ce climat là de recueillement, en étant tout seul, etc. Je réfléchissais à des choses et d'autres. Notamment ce désir très humain, encore plus actuellement, de vouloir s'extraire de la nature. Alors déjà, je pense que c'est un truc, c'est voué à l'échec dès le départ, parce que tu fais partie de la nature et que je vois difficilement comment tu peux t'extraire de quelque chose dont tu fais partie. Mais au-delà de ça, je pense que c'est pas du tout sage. Au-delà des questions morales, je pense que c'est pas intelligent en fait. Quand je vois maintenant là, les courants transhumanisme qui part du principe que le corps n'est pas parfait, alors que bon, la nature, c'est en gros au moins 4 milliards d'années, 4 milliards d'années, hein, donc 4, 10 puissance 9. Pour les scientifiques
Ça leur parlera, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, c'est un 4 avec 9 zéros derrière. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup d'années pour faire de l'essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Et au final, la vie, les règles, elles sont simples. Très simples. Et au final, elles marchent très bien depuis 4 milliards d'années. C'est survie. Premièrement, survie. Peu importe comment, mais survie et reproduis-toi. Dit autrement et de façon beaucoup moins romantique, à titre personnel, pour l'espèce humaine, je ne suis que, du point de vue de la vie et de la nature, je ne suis que le trait d'union entre la génération de mes parents et la génération potentielle de mes enfants. Je suis un passeur de gènes. Ouais, un trait d'union, un émissaire génétique. C'est rigolo de trouver des formulations un peu surprenantes comme ça. Putain, il y a des trucs, il y a des plantes surprenantes qui poussent en Lozère. Ouais. Il y a des jambes de Citroën qui poussent comme ça au milieu des myrtilles, c'est la classe. Bon allez, je vais le prendre. Ouais, on va le mettre à la poubelle, prochaine poubelle qu'on trouvera. Petit geste écolo. C'est quand même bien dégueulasse avec toute la poussière de plaquettes de frein. Lui, il en a rien à foutre de s'extraire de la nature, il s'en branle. Tu sais, de toute façon, la nature, ça fait chier, c'est emmerdant. Bon, c'est vrai, ça fait pas ce qu'on veut. Et donc, bref, je reviens à ce que je disais. Puis là, avec le courant depuis... bon, ça fait un petit bout de temps que ça existe, mais maintenant, c'est de plus en plus prégnant. Et puis, il y a des tarés riches qui n'ont pas envie de crever, parce qu'ils ont toujours pas compris que l'expérience humaine, c'était naître, vivre et mourir. C'est ça qui donne du sens à l'expérience humaine, en tout cas. Et je pense à l'expérience de la vie de façon générale. Ils n'ont pas compris ce genre de choses. Ils veulent être éternels. Je pense que l'esprit humain n'est pas fait pour être éternel. C'est triste peut-être. Mais la mort fait partie du voyage. Et d'ailleurs j'ai envie de dire, pour l'avoir expérimenté de nombreuses fois, alors pas moi, je suis pas mort, parce que je suis là. Mais dans mon métier forcément on voit pas mal de gens qui décèdent. Au final la mort, c'est un problème de vivant. C'est un problème de vivant. Quand les gens ils sont en train de mourir, ils s'en foutent. Ils sont dans un autre état de conscience. C'est pas leur problème en fait de mourir. Ils sont tristes parce que ils sont pas tristes d'aller vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils sont tristes de quitter quelque chose qu'ils connaissent. C'est pas pareil. Et donc bref, ce transhumanisme là, ça m'insupporte quoi, parce que j'ai l'impression d'avoir des gens qui, plutôt que d'expérimenter comment fonctionne leur corps et quelles sont les capacités physiques, mentales, psychologiques, spirituelles qu'on peut avoir, parce qu'on peut vraiment faire des trucs dingues avec le corps, on peut avoir des expériences complètement folles, et qui sont géniales et qui sont hyper enrichissantes, bah eux, j'ai l'impression d'avoir des gamins pas contents, peureux, qui savent pas conduire une bagnole, mais qui veulent une bagnole full option, quoi. Ils pensent vraiment qu'en se rajoutant... excusez-moi, je me gratte. En se rajoutant des yeux bioniques, une deuxième bite, une paire d'ailes et un troisième lobe cérébral, ils vont améliorer quelque chose. Et tu veux pas déjà essayer d'exploiter au maximum ce que tu peux faire avec ton corps déjà avant de rajouter tout un tas de bordel là-dedans? Enfin, honnêtement, c'est quoi le délire? Et puis ils veulent s'extraire de la nature en faisant ça, en refusant de mourir. Ok, vas-y, cherche, tu n'y arriveras pas. Parce que tes prothèses là, tes rajouts de personnes peureuses, ils viennent d'où? Non mais les puces au silicium, les bouts de plastoc, la gélatine, je sais pas ce que tu vas foutre dans tes machins, tes organes que tu vas cultiver en laboratoire, ils viennent d'où? La matière première, elle vient d'où? De la nature. Eh ouais. Bah oui, le silicium, le métal, le plastique, ça vient d'où? C'est pas créé ex nihilo, quoi. La nature, elle est partout. Enfin, c'est aussi les mines de charbon, c'est aussi les mines d'uranium, c'est aussi... c'est tout ça, la nature, quoi. Enfin, c'est une espèce de non-sens complet. Enfin, c'était un peu ce dont je parlais hier, quoi. C'est une société qui inverse tout, qui est complètement en perte de repères, qui devient de plus en plus bête, et qui est en train de chérir en fait ses propres chaînes, quoi. C'est une espèce de dictature de la médiocrité sous couvert d'individualisme forcené, où on te dit à longueur de temps, même sur les réseaux sociaux, hein, sois toi-même, exprime ta potentialité, mais surtout,
ne déborde pas du cadre. Ouais, bah c'est de la merde en fait. On me vend du rêve, mais il faut pas rêver quoi. Il n'y a plus de poésie. C'est pas poétique le transhumanisme. Ça n'a rien de poétique. Ça vend pas du rêve, c'est froid, c'est de la technologie froide pour en plus très peu de personnes, hein, parce que ça va créer une caste d'hyper riches qui vont pouvoir se payer des trucs pour voir la nuit et je sais pas, enfin toutes les conneries qu'ils vont pouvoir inventer, puisque de toute façon ils n'ont pas de limite ces gens-là. Et puis après t'auras une caste d'esclaves en dessous qui devra payer pour respirer parce qu'ils n'ont pas les bons poumons, qui vont devoir, je sais pas moi, peut-être vendre leurs souvenirs pour en avoir d'autres à la place, parce qu'ils n'ont plus d'espace de stockage, enfin, comme tu le fais sur ton téléphone portable parce que ta carte SD elle est en train de saturer. Enfin, j'ai vraiment peur qu'on aille vers ce genre de truc. Et ce qui m'inquiète en fait, c'est pas que ces gens-là veuillent le faire, c'est qu'en face j'ai l'impression qu'il n'y a pas de résistance en fait. Je crois que c'était Einstein qui disait que le malheur du monde venait surtout à cause, non pas à cause des gens qui font le mal, mais à cause des gens qui ne font rien. Et je crois que c'est ça le problème en fait, c'est l'inaction, c'est cette espèce de misérabilisme dans lequel on est éduqué, on est biberonné à ça depuis qu'on est gamin, à l'école, où on t'apprend à être sage, à te lever quand le prof arrive. En même temps je le comprends, c'est de la politesse, mais c'est des petites choses qui rentrent. Faut avoir des bonnes notes, faut dire bonjour, faut être poli. C'est un ensemble de règles qui font que tu deviens servile et tu en arrives, parce que c'est la seule chose que tu connais, t'en arrives à chérir ta servilité plutôt que d'essayer de nourrir une certaine liberté. Et c'est... Bon après moi ça me va bien de dire ça, hein, parce que je veux dire, je suis salarié, j'ai un crédit pour payer ma baraque, enfin tu vois, mais bon, ça change. Le truc qui change, c'est que déjà j'en ai conscience et que j'essaye de faire plus. En tout cas, j'essaye de me donner les moyens de le faire, c'est pas toujours évident parce que faut se battre contre l'adversité, et quand t'es tout seul et que t'es un peu isolé, pouf, tu vois toutes plein de personnes qui sont en face de toi, qui sont d'accord avec toi, mais qui ont peur d'agir. On l'a vu pendant le Covid, il y a plein de gens qui disent c'est vrai, ouais, là, machin, je suis d'accord avec toi, mais mais les gars, enfin, je sais pas, vous êtes des adultes, on vous a pas enlevé vos droits civiques, vous avez toujours le droit de vote, vous n'êtes pas sous tutelle, vous n'êtes pas sous curatelle, vous n'êtes pas atteint d'une pathologie psychiatrique lourde qui fait que vous n'êtes plus apte à faire preuve de discernement, j'ai l'impression. Mais par contre, dès qu'on vous demande votre avis, il n'y a plus personne, quoi. Alors ok, vous êtes en famille, vous êtes en couple, vous avez des gamins, il y a des problèmes au boulot, il y a le gamin qui fait ses dents, donc il n'arrive pas à dormir, il vous fait chier, parce que vous non plus, vous pouvez pas dormir, vous avez une grosse journée, votre mec vous fait chier, enfin... Ok, mais putain, fondamentalement, on est quand même des citoyens. On est des gens, on ferme une société. Alors ok, toi t'es de droite, moi je suis de gauche, machin, un truc... Au bout d'un moment, on est quand même une société, quoi. On est une société française. Moi, je suis un sale Gaulois réfractaire, et je suis fier d'être issu d'une génération qui remonte à 4 ou 500 ans, de laboureurs, de forgerons, de constructeurs de cathédrales, de buveurs de vin rouge, de mangeurs de saucissons. Et merde, quoi, en fait, je veux dire, c'est ça que j'aime chez les Gaulois, c'est ce côté irrévérencieux, mais malgré tout qui fait des efforts, et qui avant, je veux dire, ils ont laissé des traces. Nos ancêtres français du Moyen-Âge, ils ont laissé des traces. Merde, vous vous mettez devant une cathédrale, putain, merde. Ils avaient pas de grue, les gars, il n'y avait pas de béton. Il n'y avait pas de bétonnière, ils avaient juste des cages d'écureuils et leur foi. Ils avaient de la foi. Ça, c'est un truc qui manque. Aujourd'hui, les gens, ils ont plus foi en rien. Non pas parce qu'il n'y a plus d'espoir, mais parce qu'on leur a enlevé la conception même de pouvoir penser qu'il y a de l'espoir. Ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est insupportable. Et c'est des discussions qui sont très compliquées à avoir avec les gens, parce que très vite, en fait, tu te heurtes à une sorte de plafond de verre. Parce que, ouais, effectivement, je vis seul, j'ai pas d'enfant, donc pour moi, c'est facile d'avoir ce genre de position. Je m'implique tout seul. Il n'y a personne derrière moi pour me coller une pression directe ou indirecte. Et justement, je pense que c'est justement à des personnes un peu comme moi, c'est très égocentrique comme truc, mais qui sont dans cette situation-là, et qui sont un peu libres de leurs paroles, doivent s'exprimer, quoi. Et par exemple, pendant le Covid, moi, malgré tout, tu vois, ce que je dis, parce que je le constate, mais j'ai pas pu ne pas être choqué par des parents
Enfin, moi j'aurais eu des gamins. Vu ce qu'on leur a fait aux gosses, mais putain. Mais merde, enfin je sais pas comment les parents l'ont vécu, mais moi ça me choque qu'on maltraite des gamins comme ça, qu'on leur foute des masques sur la gueule toute la journée, qu'on leur dise à la télé, si tu mets pas ton masque, mamie, si elle va en réa et qu'elle meurt, c'est ta faute. Mais j'ai 8 ans. Mais c'est ta faute quand même, sale gosse. Tu vois, obligé de les vacciner, il n'y a même pas de dose pédiatrique, on les vaccine avec des doses adultes, et après on se dit, oh c'est bizarre, ils sont malades. Toi tu le fais remarquer, tu dis, oh t'es complotiste. Non, j'observe en fait. Juste j'observe. Bref, je suis un peu énervé aujourd'hui. Mais bon, ouais, la nature fait des choses belles. Pour revenir à ça, on va essayer de se calmer un peu. Ah, la nature. Bah, la nature, elle demande rien. Elle veut rien. Elle est juste là, quoi. Elle existe. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle prend son rythme. Elle prend son temps. Et elle est juste là. À nous d'en profiter, enfin d'en profiter, pas de sens profit, au sens mercantile. Mais... Ouh. Eh ben j'aurais pas aimé ça là quand les rochers sont tombés. Ah, il y a des éboulis là dans tous les sens, on a dit s'il y a des gros orages, ce truc là ça dévale, faut pas être en dessous. Bon, ça monte un peu, je vais être un peu essoufflé à force de parler en marchant. Puis j'ai plus grand chose à dire en fait. Donc voilà, je vais continuer là-dessus. En plus on voit même pas que ça monte. Là on voit pas que ça descend. En fait je peux vous raconter n'importe quoi, vous me croyez quoi. Allez salut. À tout à l'heure. Regardez-moi ça. Putain, c'est trop bien. Ouais, hein. Il faut s'extraire de la nature. Regardez-moi ce que c'est laid, tout ça. Ça a de la forme et ça n'a aucune fonction. Je te mettrais des parkings là-dedans, des cinémas, des centres commerciaux, des remontées de pentes mécaniques et des usines qui crachent de la fumée. Ça aurait de la gueule, ça servirait à quelque chose, ce serait productif, bordel. Hein? Vous êtes pas d'accord? Ah, puis il y a même un oiseau qui chante, quoi. Putain, mais butez-moi ce truc-là, ça fait du bruit, ça fait chier. Voilà, ça, c'est le genre de truc, quand je le rencontre... Alors ça déjà, tu vois, en tant que grimpeur de Fontainebleau, ça c'est le genre de truc, ça me donne des sueurs froides, parce que j'ai tellement envie d'avoir mes chaussons, et que ce soit équipé de spits pour pouvoir grimper dessus, quoi. Laisse tomber. Et en plus, en général, quand t'es un grimpeur et que t'es un grimpeur blozard, t'as ton petit van, et là du coup tu peux grimper, et tu peux poser ton camping-car juste là, avec une vue franchement assez dégueulasse, je dois dire, qui est vraiment nulle, quoi. Voilà. C'est chiant, quoi, tu vois, le soir tu peux t'endormir en écoutant la radio ou en lisant un bouquin et t'as ça en face de toi. Ah, le désespoir, quoi. Faudra que je m'achète un camping-car. Non, j'ai pas les moyens. Bon, ça mange quoi en randonneur en Lozère? Bah, des trucs de Lozère. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une fougasse au porc. Ah. Ouais, en fait, c'est des grillons de porc. En gros, c'est du lardon, mais quasiment sans viande. Là, il n'y a que du gras. Voilà. Mais ça sent super bon. Ça ressemble à ça. Et, là, il fait un peu la tronche, mais c'est pas grave. Un moelleux à la châtaigne. Alors, attendez, je l'ouvre, puis je vous montre ça. Oh là là, mais c'est tellement gras, quoi. Mais il y en a partout, quoi, le verre. Le papier est transparent, quoi. Voilà, ça ressemble à un moelleux au chocolat, mais à la châtaigne. Il y a de la pomme, à mon avis, dedans aussi. Ouais, ça sent la pomme. Voilà. Chose simple de la vie. Une maison de sorcière. Une table en épicéa coupée à la tronçonneuse et de la Bustify. C'est parti. Vous aurez pas le goût, hein, désolé. Bon. Alors, je viens de là. Le chemin, hein, on aurait tous envie d'aller
soit par là, soit par là. Et d'ailleurs c'est le chemin, hein, puisqu'on a les petites marques blanches et rouges. Mais en fait non, on va aller là. Je suis absolument pas sûr de ce que je fais, mais bon, sur le guide, ça a l'air d'une d'être praticable et deux de me ramener un petit peu plus près de l'endroit où je veux aller, c'est-à-dire le camping de Bédouès. Et normalement, si je me démerde bien, je devrais arriver à 500 mètres, même pas, du camping, qui est juste à côté du Tarn. Il est quoi? Midi et demi, je pense que d'ici une bonne heure je suis arrivé, même pas. Ah, je vais pouvoir me reposer, récupérer un peu de la nuit un peu merdique que j'ai eue, et me mettre les pieds dans l'eau courante du Tarn qui vient du Mont Lozère. Ah, ça va faire du bien. Ah, c'est trop mignon, quoi. Les petits châtaigniers et tout, hein, les pins comme ça, les jaunets. Hein. Je me croirais chez moi à Fontainebleau. Franchement, ça ressemble beaucoup. Bon, à part que au niveau du sol, c'est du schiste et du quartz, c'est pas du grès, mais et puis ils ont coupé du bois, ça sent trop bon. Ah, ça sent la résine. Mais ça, ah si, il y a du résineux, mais il n'y a pas que du. Si, il y a du pin et ça doit être du châtaignier. Ouais, ça sent super. Bon, allez, on avance. Il est un peu pourrave comme chemin, ça fait vraiment chemin forestier d'exploitation. Mais bon, allez, on y va. La suite au prochain épisode, on verra bien. Bon, bah, moi j'en connais un qui va pouvoir se tremper les pieds et remplir sa gourde. Hein? On est bien là. Ah là là. On est bien. Oh, presque arrivé. Je viens de récupérer des pêches. Alors petites parce que je pense qu'il les a pas éclaircies le monsieur, mais ce qui est surprenant c'est qu'elles sont pas encore mûres alors qu'on est en septembre. Dans la partie du sud de la France. Donc ce que je vais faire... Bon, je vais les manger déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder les noyaux. Je vais les ramener chez moi. Et je vais les planter. Toujours pratique d'avoir une variété tardive pour pouvoir échelonner les récoltes. Quand bien entendu l'arbre commence à donner, hein, parce qu'un pêcher, une fois planté, ça donne je crois au moins 5 ou 6 ans après, quoi. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors, rue de la Chapelle, place du Triadou avec de magnifiques pressoirs. Eh ouais. Pressoir à pommes, je pense. Ça, là, ce truc-là. Ça servait à éclater les pommes en petits morceaux. On les coupait et en fait, ça les réduisait en purée. Et après, hop, on mettait là-dedans. Il y avait des cales. Et avec le pas de vis, en fait, le jus était récolté. Et puis ça servait à faire soit du jus de pomme, soit du fruit. Enfin, du cidre. Voilà. Ah, bah, il y a de l'eau. Super. Ah, bah, il y a une petite dame, je vais pouvoir lui demander le chemin. Super. Bon. Allez, je vous laisse. Bon, finalement, je suis allé rechercher une troisième pêche. Et j'ai trouvé des noix aussi. Donc on va voir si elles sont bonnes. Là, elles commencent à s'ouvrir les bocs de noix. Je vais essayer de les ouvrir. En fait, il faut juste mettre la pointe du couteau, le petit bout là, dans le petit trou qu'elle a là. Sexy. Et ensuite, petit coup de poignet vers la gauche ou vers la droite pour l'ouvrir. En fait, ça s'ouvre comme une huître. Puis après, bah, tu récupères les cerneaux à l'intérieur. Bon, je suis pas sûr qu'elles soient gigantesquement bonnes, hein, les pêches. Je pense qu'elles sont pas encore mûres. Je sais pas ce que je vais faire, si je vais attendre. Il y en a une qui est... Celle-là, elle est presque molle. Je vais la goûter. Je pense que les deux, je vais les garder le temps que ça mûrisse un petit peu. Et puis, on va voir ce que c'est. Bah, d'ailleurs, tiens, je vais la goûter maintenant, en tant qu'à faire. Oh, mais en fait, elle est super bonne. Ouais, regardez. Ah, elle est pas croquante, quoi. Elle fond. Elle est fraîche. Franchement, elle est bonne. Et puis, elle est un petit peu sanguine à l'intérieur. Bon, bah, très bon choix. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Bon, au final, elles sont bonnes. Elles sont pas encore complètement mûres, mais elles sont plutôt bonnes. Elles sont croquantes. Elles sont déjà sucrées.
Et donc voilà, après vous avez des noyaux de pêche, quoi, vous les connaissez tous. Et à l'intérieur, on a une amande. Et ouais, ça s'appelle aussi une amande parce qu'en fait, les amandes, les prunes, les pêches, les abricots, tout ça, c'est de la même famille. Et le nom de la prune, le nom de la pêche, c'est Prunus persica, la prune de Perse. Là où l'abricot, c'est Prunus armeniaca, je crois, donc la prune d'Arménie. Et donc ça, soit vous les plantez dans le sol, là vous les jetez, vous les plantez, vous les arrosez un peu, et puis vous leur laissez passer l'hiver. En fait, il faut que le froid passe dessus pour lever la dormance. Ou alors, vous pouvez accélérer le mouvement, vous la cassez, comme on casse une amande. Vous récupérez un truc qui ressemble à une amande, mais la mangez pas parce que c'est dégueulasse. Puis non, il y a de l'acide cyanhydrique à l'intérieur, enfin bon bref, c'est toxique, c'est le précurseur du cyanure. Bon, faut en manger une grande quantité, hein, mais... Et ces trucs-là, les petites amandes que vous avez, vous les mettez au frais. Vous les mettez au réfrigérateur plusieurs jours. Voire même, moi je vous dirais 2-3 semaines facile, quoi. Parce qu'il leur faut un certain nombre d'heures de froid avant de pouvoir lever la dormance et commencer à germer. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, les petites amandes que vous avez sans la coque, ça vous le mettez dans le sol et puis vous arrosez un petit peu et vous attendez que ça... Vous le laissez dans un endroit relativement chaud. Et puis vous le laissez germer, quoi. Et puis après vous en prenez soin, ça va devenir un arbre. Donc la première ou la deuxième année, vous le laissez en pot, et puis après, vous le mettez en place. Vous attendez quelques années. Soit ça vous donne quelque chose qui est valable avec quelque chose qui vous convient au niveau du goût, au niveau de la rusticité, au niveau de la résistance aux maladies, au niveau de la précocité ou de la tardivité. Ça se dit ça? Tardivité? Bref, faut pas que ce soit faut plus ou moins tardif, quoi. Soit c'est pas ouf. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Hein. Vous en faites un porte-greffe. Et vous greffez autre chose dessus, une autre variété de prunes, de pêche, enfin un truc de la famille des rosacées, quoi, un fruitier. Bon, en général, il vaut mieux essayer des trucs qui soient relativement proches, hein, donc de l'amandier, du pêcher, de l'abricotier. Ça marche bien. Faut essayer. Moi, c'est ce que je compte faire là, sur les pruniers que j'ai chez moi. À la fin de l'hiver, début du printemps, là, au tout début, au moment où les bourgeons commencent à lever, j'ai des pruniers qui sont semés de façon... c'est des francs, en fait. Ils sont semés tout seuls. C'est des rejetons des pruniers de la voisine. Et les prunes, en fait, sont pas terribles. Par contre, j'ai 2 abricotiers qui, eux, sont des abricotiers qui sont très bons. Il y en a un, c'est quoi? C'est un polonais. Et l'autre... Je crois que je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, mais il est vraiment bon aussi. Je l'ai goûté là pour la première fois cette année. Il est vraiment bon et il se plaît vraiment là où il est. Donc je pense que je vais en prendre des sions à l'hiver. Je vais les mettre dans le sable humidifié. Je vais attendre que les pruniers, commencent à débourrer et hop, je les taille et je vais greffer à la place. Ça va être la première fois que je fais ça, donc il va certainement avoir un niveau d'échec assez fort, mais c'est pas grave. C'est pas pour autant que les pêchers vont... que le prunier qui servira de pied franc servira à rien après. Il n'est pas forcément perdu pour ça. Voilà. Bon, moi je vais continuer à manger mes pêches. Et peut-être que je vais vous reparler d'autres choses plus tard, je sais pas. Je vais bientôt arriver à Bédouès. Ah, ciao, bonsoir. Bon, c'est la fin de journée. On est à Bédouès. Et je vais vous laisser sur les jolies images du Tarn. Ça change. Tout à l'heure, je me suis arrêté, là je suis au camping. Je dois dormir à quoi 15 mètres. Même pas du Tarn. Tout à l'heure, je suis allé me tremper un peu, je me suis baigné, j'ai même réussi à nager un petit peu, même s'il n'y a pas beaucoup de fond. Mais elle est froide, l'eau. Ils auraient pu la chauffer un peu, quoi. Mais c'est vivifiant. Ça fait du bien au mollet. Puis là, je vais aller manger et faire un gros dodo. Parce que j'ai toujours pas dormi depuis ma nuit pourrie, là. Allez. Passez une bonne soirée, vous aussi. Ciao.